Le 23 décembre 1994, à la veille du réveillon de Noël, dans une somptueuse demeure de Neuilly-sur-Seine près de Paris, le fils aîné de la famille, un brillant diplômé d'HEC, disparaissait sans laisser de traces. Il était un fils modèle qui, après ses études à la prestigieuse école de commerce, aidait son père dans l'entreprise familiale et faisait la fierté de tous. Mais après ce jour, plus personne ne le revit jamais. La famille contacta la police et une enquête fut ouverte. Étonnamment, voici ce que déclara le frère cadet. « Mon frère s'est enfui après avoir détourné 7 millions de francs de l'entreprise. C'était une famille dont le patrimoine était estimé à plus de 70 millions de francs. Le père était un homme qui avait réussi dans l'immobilier et le bâtiment, et il se préparait à léguer tout son empire à ses deux fils. Alors pourquoi le fils aîné d'une telle famille aurait-il disparu avec de l'argent? La police mena son enquête, mais ne trouva aucun indice. Les traces du frère aîné s'étaient complètement volatilisées après cette nuit-là. Avec le temps, l'affaire tomba dans l'oubli. Le frère cadet lui s'occupait de ses parents avec une dévotion exemplaire, acquérant une réputation de fils parfait. Les gens du quartier le couvraient d'éloges et ses parents se reposaient entièrement sur leur fils restant. Mais personne ne savait ce qui était enterré au plus profond du sol de cette demeure. Et puis 14 ans plus tard, à un moment inattendu, toute la vérité éclata, de la manière la plus choquante qui soit. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ce qui s'est passé la veille du réveillon de Noël 1994 et comment la vérité a finalement été révélée au monde. Juste un instant avant de commencer, si vous vous abonnez et cliquez sur j'aime, cela m'aidera énormément à continuer de vous raconter des histoires. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour me dire depuis quelle région vous m'écoutez. Je serai ravi de saluer chacun d'entre vous. Le mercredi 23 décembre 1994, dans l'après-midi, dans une demeure de Neuilly-sur-Seine, les préparatifs pour le réveillon de Noël battaient leur plein. C'était une magnifique propriété de plus de 1000 carrés mètres, une maison de maître, alliant le style classique et une aile plus moderne. Le propriétaire Jean-Pierre Dubois avait alors 66 ans. C'était un entrepreneur qui avait fait fortune dans la promotion immobilière et la construction depuis les années 1970. Il possédait plusieurs immeubles à travers Paris et sa fortune dépassait les 70 millions de francs. Monsieur Dubois avait deux fils. L'aîné Antoine Dubois, âgé de 32 ans, était diplômé de HEC et secondait son père dans ses affaires. D'un naturel sérieux et méticuleux, il était très respecté par les employés. Le cadet Julien Dubois, 29 ans, avait fréquenté la même grande école, mais n'avait pas encore de situation professionnelle stable. Le père avait l'intention de léguer son entreprise à ses deux fils. Ce soir-là, vers 18 h, Antoine dit à son père « Je dois passer au bureau pour finaliser la comptabilité ». Il expliqua qu'il y avait quelques dossiers à boucler avant les fêtes. Sa mère préparait le dîner et son frère Julien nettoyait sa voiture dans la cour. Le père hocha la tête et lui recommanda de ne pas rentrer trop tard. Antoine quitta la maison au volant de sa Peugeot 605 noire. Ce fut la dernière fois que sa famille le vit. À 20 et 1 heure passées, Antoine n'était toujours pas rentré. Sa mère commença à s'inquiéter. Le bureau n'était qu'à 30 minutes de la maison, et cela faisait plus de 3 heures qu'il n'avait donné aucune nouvelle. À cette époque, les téléphones portables étaient rares. Le père appela au bureau, mais personne ne répondit. À 23 heures, l'angoisse monta d'un cran. Julien proposa de prendre sa voiture pour aller voir au bureau. Il revint 1 heure plus tard, mais il n'avait pas trouvé son frère. Il raconta que les lumières du bureau étaient éteintes et que la voiture d'Antoine n'était pas sur le parking. Le père voulut appeler la police, mais Julien en dissuada. « Attendons encore un peu, cela ne fait même pas un jour. Il est peu, être en train de boire un verre avec des clients, non, mais Antoine était quelqu'un qui ne buvait presque jamais d'alcool. Cette nuit-là, la famille ne ferma pas l'œil. Le lendemain matin arriva. C'était le jeudi 24 décembre, le jour du réveillon de Noël. Antoine n'était toujours pas rentré. Sa mère se mit à pleurer et son père appela immédiatement le commissariat de Neuilly. La police se déplaça et enregistra la déclaration de disparition. Mais au cours de l'enquête, un élément étrange apparut. Julien déclara à la police « Mon frère était très stressé par son travail ces derniers temps. Il avait des problèmes avec un fournisseur et des difficultés de trésorerie. » Puis, il ajouta une information choquante. Il y a quelques jours, je l'ai vu retirer de l'argent du compte de l'entreprise. Quand le policier lui demanda combien Julien répondit « Environ 7 millions de francs », le père tomba des nues. Il affirma qu'il n'était au courant de rien. La police vérifia immédiatement les relevés bancaires.
Mais au milieu des années 90, les systèmes bancaires n'étaient pas aussi informatisés qu'aujourd'hui. Les banques étaient fermées pour les fêtes de Noël et la vérification prit du temps. Julien continua de décrire le comportement de son frère. Il expliqua que récemment, Antoine était plus irritable que d'habitude. Il lui arrivait de boire seul tard le soir et il parlait moins à sa famille. Les parents étaient perplexes. Pour eux, Antoine n'avait pas changé. Mais Julien affirma être le seul à l'avoir remarqué. « Entre frères, on sent mieux ces choses-là », dit-il. La police lança un avis de recherche. Mais en 1994, on ne disposait pas des technologies d'aujourd'hui. Les caméras de surveillance étaient extrêmement rares et le traçage téléphonique était difficile. L'enquête reposait principalement sur les interrogatoires et les témoignages. La police interrogea les employés de l'entreprise. La plupart témoignèrent qu'Antoine était une personne sérieuse et responsable. Ils n'avaient jamais entendu parler de problèmes au sein de l'entreprise. Cependant, un employé rapporta un fait étrange. Il avait vu Antoine et Julien se disputer au bureau récemment. Il ne savait pas de quoi il s'agissait, mais le ton était monté. La police interrogea Julien. « Vous êtes-vous disputé avec votre frère ?» Julien secoua la tête. « Jamais. Cet employé a dû se tromper. » L'enquête se poursuivit, mais aucun indice n'émergea. La voiture d'Antoine restait introuvable et il n'y avait aucun témoin. C'était comme s'il s'était évaporé. Après quelques jours, l'intérêt de la police pour l'affaire diminua. À l'époque, les effectifs étaient limités et d'autres affaires s'accumulaient. La disparition d'un homme adulte n'était pas une priorité absolue. Surtout, à cause du témoignage de Julien, la police commença à penser qu'Antoine était parti de son plein gré. Les fêtes de Noël passèrent puis une semaine s'écoula. Mi-janvier, la police obtint enfin les relevés bancaires. Le résultat fut surprenant. Il n'y avait aucune trace du retrait de 7 millions de francs mentionné par Julien. Le solde du compte de l'entreprise était intact. Et le compte personnel d'Antoine ne présentait aucune anomalie. La police questionna Julien. « Vous avez dit que votre frère avait retiré de l'argent, mais il n'y a aucune trace. » Julien ne parut pas décontenancé. Il suggéra que son frère avait dû le faire en espèces. Il a pu falsifier les comptes ou empocher discrètement de l'argent liquide reçu de clients, avança-t-il. Avec les moyens d'enquête du milieu des années 90, il était difficile de le contredire formellement. Les transactions en espèces étaient impossibles à tracer et vérifier tous les registres comptables un par un aurait pris des mois. Surtout, la police n'avait aucune raison de douter du témoignage de Julien. Il pensait qu'un frère ne mentirait pas sur un sujet aussi grave. Finalement, la police conclut qu'Antoine avait réussi à se procurer des fonds d'une manière ou d'une autre avant de prendre la fuite. Julien appuya cette conclusion. Il affirma que son frère avait toujours été intéressé par l'expansion des affaires. Il voulait monter sa propre entreprise sans que mon père le sache. C'est pour ça qu'il a détourné les fonds. Les parents ne voulaient pas y croire. Antoine n'était pas ce genre de personne. Mais les apparences semblaient corroborer les dires de Julien. La police diffusa un avis de recherche nationale mais sans résultat. Un mois passa puis deux. Le printemps arriva, mais Antoine ne réapparut pas. La famille commença lentement à accepter la réalité. Le père fut profondément accablé. L'idée d'avoir été trahi par le fils en qui il avait toute confiance ruina sa santé. La mère pleurait chaque jour en attendant son fils. Seul Julien restait stoïque. Il réconfortait ses parents et leur assura qu'il prendrait les rênes de l'entreprise. « Il ne faut pas que l'entreprise s'effondre à cause de ce que mon frère a fait », disait-il. Le père hésita au début, mais finit par confier les affaires à Julien. Il n'avait plus que lui sur qui compter. Avec le temps, l'affaire s'effaça de la mémoire collective. La police cessa d'enquêter activement. La disparition fut classée sans suite et le dossier fut archivé au fond d'une armoire. Julien vivait avec ses parents dans la grande demeure. Chaque matin, il se levait tôt pour saluer ses parents. Il les servait à table et les accompagnait à leurs rendez-vous médicaux. Les gens du quartier admiraient Julien, malgré ce que son frère a fait, disait-il en chœur, le qualifiant de fils exemplaire. Mais personne ne savait où Julien allait et ce qu'il faisait la nuit. Cela commença en 1986. Julien se mit à fréquenter un cercle de jeux clandestins à Paris. Au début, c'était occasionnel, mais la fréquence augmenta rapidement. Il devint accro au baccarat et les mises devinrent de plus en plus grosses. Le jour, il était un fils dévoué. La nuit, un joueur invétéré. Il commença à puiser peu à peu dans les fonds de l'entreprise. Son père vieillissant s'était retiré de la gestion et faisait une confiance aveugle à Julien. Il ne vérifiait donc jamais la comptabilité.
Les dettes de jeu de Julien s'accumulèrent comme une boule de neige, mais en apparence il restait imperturbable. Devant ses parents, il était toujours le fils travailleur et aimant. En 1999, le père Jean-Pierre Dubois décéda. Sa maladie chronique s'était aggravée et le choc de la disparition de son fils aîné avait été trop lourd. Les funérailles furent grandioses. Julien, en tant que chef de famille, accueillit les condoléances. Les gens le trouvaient admirable. Le frère a abandonné ses parents, mais le cadet est resté jusqu'au bout. La succession s'ouvrit. Le père n'avait pas laissé de testament. Légalement, les deux frères devaient hériter à parts égales. Mais Antoine était toujours porté disparu et n'avait pas été déclaré décédé. L'avocat expliqua à Julien qu'il pouvait demander une déclaration judiciaire de décès auprès du tribunal si son frère restait introuvable pendant plus de 7 ans. Il serait alors considéré comme mort et la succession pourrait être réglée. Julien hocha la tête. Il dit qu'il attendrait. En 2007 ans, après la disparition d'Antoine, Julien déposa la requête au tribunal qui fut acceptée. Antoine fut légalement déclaré décédé. La moitié de l'héritage paternel revint à Julien. Sa mère était toujours en vie. Sa santé était fragile et elle dépendait entièrement de Julien. Julien s'occupa d'elle avec le plus grand soin. Il dînait avec elle chaque jour et l'accompagnait en promenade. Mais la nuit, il retournait aux tables de jeu. Au début des années 2000, les dettes de jeu de Julien dépassaient déjà les 7 millions de francs. Il continuait de piller l'entreprise, mais ses dettes ne diminuaient pas. Les créanciers commencèrent à le presser. Julien hypothéqua un immeuble de la société. Sa mère ne se doutait de rien. Julien imitait sa signature sur les documents. En 2004, sa mère décéda à son tour. Julien était désormais complètement seul. Après les funérailles, le reste du patrimoine lui revint. Il devint l'unique propriétaire de la demeure de Neuilly. Les bâtiments, les terrains, l'argent liquide, tout était à lui. Mais le jeu ne s'arrêta pas. Au contraire, il s'intensifia. À partir de 2005, il commença à liquider sérieusement son patrimoine. Il vendit des terrains et des immeubles à Paris ainsi qu'une partie du terrain de Neuilly. Tout cet argent partit dans les cercles de jeu et chez ses créanciers. Les gens du quartier secouaient la tête. Ce fils si dévoué qui dilapide la fortune familiale dès que ses parents ne sont plus là. Mais personne ne le suspecta jamais. Personne n'imaginait qu'il avait pu tuer son propre frère. Sauf être une personne. Le gardien de la famille Dubois, M. Bernard, qui travaillait pour eux depuis de nombreuses années. Il s'occupait de la famille depuis les années 1980. Lors de l'enquête de 1994, M. Bernard avait déclaré ceci : « La nuit de la veille du réveillon vers 23h, je dormais dans ma loge quand un bruit m'a réveillé. Du côté du corps de logis principal, j'ai entendu comme si on traînait quelque chose de lourd. Et puis un bruit de mélange et des cliquetis métalliques. Mais à l'époque, des travaux d'agrandissement de la terrasse étaient en cours et le plancher du salon principal devait être rénové. Monsieur Bernard avait donc pensé que c'était le bruit des matériaux de construction. La police n'avait pas accordé beaucoup d'importance à ce témoignage. Il s'était dit que quelqu'un avait pu ranger du matériel même pendant les vacances. Surtout le lendemain matin, avec l'affaire de la disparition d'Antoine, ce témoignage fut complètement oublié. Personne ne s'attarda sur la signification de ces bruits. Mais 14 ans plus tard, ce témoignage allait refaire surface. En 2007, le patrimoine de Julien était presque entièrement épuisé. Ses dettes de jeu dépassaient les 35 millions de francs. Les créanciers ne voulaient plus attendre. Ils demandèrent une saisie immobilière au tribunal. Même la demeure de Neuilly allait être vendue aux enchères. Julien se débattit. Il pensait qu'il devait protéger cette maison à tout prix. Mais il n'y avait plus rien à faire. Quelle était la véritable raison de son attachement à cette maison ? Automne 2007. Sur le portail de la demeure de Neuilly-sur-Seine, une affiche du tribunal annonçait la vente aux enchères. Mise à prix 6 millions d'euros. Un prix logique pour une telle propriété sur un terrain de 1000 carrés-mètres. Julien resta longtemps planté devant l'affiche, serrant les poings et grinçant des dents. C'était le résultat de la pression implacable de ses créanciers. Incapable de rembourser plus de 35 millions de francs de dettes de jeu, il faisait face à une vente forcée. Julien avait résisté jusqu'au bout. Il avait tenté d'emprunter de l'argent à des connaissances rassemblées tout ce qui lui restait. Mais c'était insuffisant. En 3 ans, depuis 2005, il avait déjà tout dilapidé. Le tribunal rejeta ses recours. La vente aux enchères aurait lieu comme prévu. En novembre 2007, la première enchère fut déserte.
Personne ne se manifesta. La maison était ancienne et les coûts de rénovation s'annonçaient élevés. Julien fut soulagé. Il se mit à espérer que la vente soit annulée. Mais le tribunal baissa le prix et organisa une nouvelle enchère. En février 2008, lors de la deuxième vente, le prix chuta à 4,5 millions d'euros. Cette fois, un acheteur se présenta. Un promoteur immobilier du nom de Monsieur Leclerc. Son projet était de démolir la vieille demeure pour construire un immeuble neuf. Neuilly était en plein boom immobilier et les prix du terrain flambaient. Le 15 mai 2008, l'adjudication fut confirmée. Julien apprit la nouvelle au tribunal. Il s'effondra sur ses genoux. « Non pas cette maison, je vous en supplie », hurla-t-il. Les greffiers le regardèrent étrangement. Pourquoi un homme qui a déjà tout perdu s'accroche-t-il autant à une maison? Ils pensèrent que ce n'était qu'un attachement sentimental. Mais les cris de Julien avaient une autre cause. Il savait ce qui était enterré sous le plancher du grand salon. Pendant 14 ans, il avait dormi dans la chambre juste au-dessus. Chaque nuit, il avait vécu en marchant sur ce sol, sachant que son frère était juste en dessous. Les premières années, il était tourmenté par des cauchemars. Il rêvait de son frère, il avait des hallucinations auditives des bruits venant de sous terre. Mais avec le temps, il s'était habitué, ou plutôt il s'était forcé à s'habituer. Dormir dans cette chambre était devenu une sorte de rituel. Une façon de vérifier constamment que son frère était bien là. S'il dormait dans une autre pièce, il était anxieux. Il avait peur que quelqu'un creuse le sol. C'est pour ça que pendant 14 ans, il avait gardé le salon. Et maintenant, la maison allait appartenir à quelqu'un d'autre. L'esprit de Julien se vida. Que se passerait-il si le nouveau propriétaire commençait des rénovations? S'il arrachait le plancher, le corps de son frère serait découvert. Et tout serait fini. Julien tenta une dernière fois. Il alla voir l'adjudicataire, Monsieur Leclerc. Il le supplia. Il lui demanda de lui revendre la demeure, promettant de le rembourser plus tard. Monsieur Leclerc refusa net. Il avait déjà versé un acompte et ses plans de construction étaient prêts. Julien se mit à genoux. « S'il vous plaît, je vous en supplie, pas cette maison. » Monsieur Leclerc, agacé, appela la sécurité pour le faire escorter dehors. Début juin 2008, Monsieur Leclerc lança les travaux de rénovation. Il fit venir un architecte pour inspecter la demeure. C'était une structure unique, mélange de classique et de moderne. L'architecte lui dit « La structure est vieille, il vaudrait mieux tout démolir et reconstruire. » Mais Monsieur Leclerc décida de ne rénover que l'intérieur pour l'instant. C'était une question de budget et la charpente de la partie classique était encore en bon état. Le 10 juin, les ouvriers arrivèrent. Ils commencèrent par arracher les vieux papiers peints et à vider le mobilier. C'est en entrant dans le grand salon que quelque chose attira leur attention. Le plancher semblait particulièrement abîmé à un endroit. C'était un plancher sur lambourde, mais il était fissuré en plusieurs points. Le chef de chantier décida qu'il fallait remplacer tout le plancher. Il conseilla également de changer les vieilles tuyauteries de chauffage en acier, probablement rouillées par des tuyaux en plastique moderne. Monsieur Leclerc donna son accord. Tant qu'à tout refaire, autant le faire bien. Le 12 juin, les travaux du plancher du salon commencèrent. 3 ouvriers furent affectés à la tâche. Ils retirèrent d'abord le parquet. En dessous, ils trouvèrent une dalle de béton. Les dalles de l'époque étaient souvent coulées sur un lit de sable et de gravier, mais dans un coin du salon, ils virent quelque chose d'étrange. Un bloc de ciment solidifié. Il mesurait environ 1 mètre sur 2. Un ouvrier fronça les sourcils. « C'est quoi ça ?» Un autre s'approcha pour examiner. Normalement, on n'utilisait pas le ciment de cette façon dans ce type de construction. De plus, la surface était rugueuse et mal finie. Ce n'était clairement pas le travail d'un professionnel, mais plutôt comme si quelqu'un l'avait coulé à la hâte. Ils appelèrent le chef de chantier. Lui aussi trouva ça bizarre. On dirait que quelqu'un a fait une réparation de fortune plus tard, dit-il. Il décida qu'il fallait le casser et l'enlever. Les ouvriers prirent des marteaux et des burins. Ils commencèrent à frapper le bloc de béton. Bang bang, le son résonnait. Après quelques coups, des fissures apparurent. Le bloc se brisa peu à peu. C'est alors qu'une odeur étrange se dégagea. Une odeur de terre humide mêlée à quelque chose de pourri. Un ouvrier se boucha le nez. Le chef de chantier alluma une lampe torche. Ils cassèrent un peu plus et l'intérieur devint visible. Ils virent du plastique noir, une bâche épaisse et résistante. Elle était enroulée en plusieurs couches.
Un ouvrier tira sur la bâche avec sa main. Elle ne se déchira pas. Il prit des ciseaux et la coupa prudemment. En écartant la bâche, l'intérieur fut révélé. À cet instant, un des ouvriers poussa un hurlement. Des os humains. Un crâne était visible ainsi que des côtes. C'était un squelette complet. Des lambeaux de tissu restaient. Cela ressemblait à un costume noir. Les ouvriers reculaient. Leurs mains tremblaient, leur visage était blême. Le chef de chantier sortit immédiatement son téléphone portable. Il appela la police. Moins de 30 minutes plus tard, la police arriva. C'étaient les enquêteurs de la police judiciaire de Paris. En voyant la scène, ils furent stupéfaits. Ils appelèrent immédiatement l'identité judiciaire et bouclèrent le périmètre. Des experts de l'Institut de recherche criminelle arrivèrent également. La demeure se transforma en scène de crime. Un ruban jaune fut tendu et les badauds s'attroupèrent. Les voisins chuchotaient. On a trouvé un corps dans cette maison. C'est qui ? Ce ne serait pas le fils qui a disparu il y a des années. La rumeur se propagea rapidement. L'équipe scientifique récupéra le corps avec précaution. Ils retirèrent complètement le béton et la bâche. Avec les os, des effets personnels furent découverts. Il y avait un portefeuille en cuir, très abîmé par le temps, mais sa forme était reconnaissable. À l'intérieur, ils trouvèrent une carte d'identité. Une carte d'identité plastifiée, ancien modèle des années 90. La photo était effacée, mais le nom était lisible, Antoine Dubois. Les enquêteurs échangèrent un regard. L'un d'eux se souvenait de ce nom. L'affaire de disparition déclarée en 1994. Ils exhumèrent les archives. Antoine Dubois, 32 ans, disparu le 23 décembre 1994. Fils aîné de Jean-Pierre Dubois. Selon le témoignage de son frère Julien Dubois, il était suspecté d'avoir fui après avoir détourné des fonds de l'entreprise. Affaire classée. L'affaire était désormais rouverte. Les enquêteurs se lancèrent immédiatement à la recherche de Julien Dubois. Le 13 juin 2008 au matin, 4 enquêteurs se rendirent à l'hôtel où logeait Julien. Ce n'était pas loin de Neuilly. Depuis qu'il avait perdu sa maison, Julien errait d'un endroit à l'autre. Les policiers frappèrent à la porte. Julien ouvrit. Il était émacié, l'air hagard. « Julien Dubois, police judiciaire », dit un enquêteur. Le visage de Julien se figea. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» L'enquêteur répondit. « Le corps de votre frère a été retrouvé. » Les jambes de Julien flageolèrent. Il s'appuya contre le mur pour ne pas tomber. « Oh, où ça ?» L'enquêteur précisa. Sous le plancher du salon de la maison de Neuilly. Julien ne put dire un mot de plus. Il s'effondra. Les policiers le relevèrent. « Vous allez devoir nous accompagner au 36 quai des Orfèvres. » Julien hocha la tête. Il n'opposa aucune résistance. Dans la salle d'interrogatoire du 36, Julien était assis sur une chaise, la tête baissée. Votre frère a été retrouvé enterré sous le plancher de votre salon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Demanda un enquêteur. Julien ne répondit pas. L'enquêteur insista. En 1994, quand votre frère a disparu, qu'avez-vous dit ? Que votre frère s'était enfui avec l'argent de l'entreprise. Julien garda le silence. L'enquêteur frappa sur la table. Le corps a été retrouvé chez vous et vous allez nous dire que vous ne savez rien. Julien releva lentement la tête. Ses yeux étaient injectés de sang. Je ne sais rien. L'enquêteur eut un rire sarcastique. Vous ne savez rien, vous avez vécu dans cette maison pendant 14 ans, Julien dit. J'avais peur que mon frère ne réapparaisse. Je pensais que je devais garder cette pièce. Si je dormais ailleurs, j'avais peur que quelqu'un creuse le sol. Si des travaux devaient avoir lieu, je devais être là pour les arrêter. C'est pour ça que je n'ai pas quitté cette pièce pendant 14 ans. Mais il n'y a aucune preuve que mon frère était enterré sous le sol, n'est-ce pas ? Les enquêteurs étaient sidérés. Alors qu'il a enterré, Julien ne répondit pas. L'interrogatoire dura jusque tard dans la nuit. Mais Julien nia les faits. Les enquêteurs étaient frustrés. Les circonstances le désignaient clairement comme le coupable. Mais il n'y avait pas de preuves directes. Et pas d'aveu. La police scientifique commença le travail d'identification du corps. D'abord la carte d'identité dans le portefeuille. La photo était très abîmée, mais le nom était lisible, Antoine Dubois. La police consulta les archives de l'enquête de 1994. La brosse à dents et les vêtements d'Antoine fournis par la famille à l'époque avaient été conservés comme scellés.
La police scientifique en extraya de l'ADN. Ils le comparèrent à l'ADN prélevé sur les os du squelette. La correspondance était parfaite. De plus, la comparaison avec le dossier dentaire confirma qu'il s'agissait bien d'Antoine Dubois. Le corps était sans l'ombre d'un doute celui de l'homme disparu 14 ans plus tôt. La police scientifique poursuivit ses analyses pour déterminer la cause de la mort. Une fracture fut découverte au niveau des vertèbres cervicales. C'était la trace d'une strangulation ou d'un coup violent porté à la nuque. Il s'agissait d'un homicide. Le parquet prit le relais. Julien fut mis en examen et placé en détention provisoire pour meurtre et recel de cadavres. Mais il continua de nier jusqu'au bout. Il prit un avocat et exerça son droit au silence. Le procureur était face à un dilemme. Pour prouver sa culpabilité sans aveu, il fallait des preuves matérielles. Il fut décidé d'analyser le bloc de béton en profondeur dans l'espoir d'y trouver une trace du coupable. Une nouvelle expertise fut demandée à la police scientifique. À partir de juillet 2008, l'analyse commença. Le bloc de béton fut découpé en morceaux et observé au microscope. Sa composition chimique fut analysée à la recherche de la moindre trace. Cela prit du temps. Un mois passa puis 2. Julien était en prison. Il répétait chaque jour la même chose. « Je ne sais rien. Je n'ai rien fait. » Le parquet était nerveux. La prescription approchait. À l'époque, le délai de prescription pour un meurtre était de 15 ans. Si le crime avait eu lieu le 23 décembre 1994, la prescription serait acquise le 23 décembre 2009. C'était le mois d'août 2008, il ne restait donc que quelques mois. S'il ne trouvait pas de preuves irréfutables avant Julien, ne pourrait pas être poursuivi. Le procureur pressait la police scientifique. Il les supplia de trouver quelque chose. Les experts firent de leur mieux analysant jour et nuit. Et finalement, ils allaient découvrir quelque chose de décisif. Mais personne ne savait encore de quoi il s'agissait. Mi-août 2008, dans le laboratoire de la police scientifique, des morceaux du bloc de béton étaient disposés sur une table en métal. Le responsable, le docteur Michel Fournier, était assis devant un microscope. C'était un expert chevronné avec plus de 20 ans d'expérience. Mais cette affaire était particulièrement ardue. Le corps était enterré depuis 14 ans. Le béton avait complètement durci et les marques du temps étaient partout. Le docteur Fournier se réunit avec ses collègues. Qu'est-ce qu'on cherche? Une empreinte, du sang, des cheveux. Après 14 ans dans le béton, est-ce qu'il peut rester quelque chose? Un chercheur secoua la tête. Il est peu probable de trouver des preuves biologiques classiques. L'humidité et le temps ont dû tout décomposer. Mais le docteur Fournier n'abandonna pas. Cherchons des traces physiques, une marque d'outil ou une forme imprimée à la surface du béton. L'équipe commença à observer les morceaux de béton méticuleusement. Ils utilisèrent des loupes et scannèrent la surface au microscope. Plusieurs jours passèrent. La plupart des surfaces étaient banales, juste la texture rugueuse et inégale du béton. Mais le 20 août, un chercheur découvrit quelque chose. « Docteur, venez voir. » Fournier s'approcha. C'était sur le coin d'un morceau de béton. La surface était différente du reste. Il y avait des ondulations minuscules formant ce qui ressemblait à un motif. Le docteur Fournier regarda dans le microscope. Son cœur s'accéléra. Ce sont des crêtes papillaires. Les crêtes papillaires sont les lignes qui forment une empreinte digitale. Un motif d'empreinte digitale très faible était gravé dans le béton. Comment était-ce possible? Fournier émit une hypothèse. La personne qui avait coulé le béton avait dû toucher la surface à main nue avant qu'il ne sèche complètement. Le bout de son doigt se serait enfoncé laissant une empreinte en creux qui se serait ensuite solidifiée, comme un fossile. L'équipe était excitée, mais Fournier resta prudent. Le motif est très faible. Peut-on identifier quelqu'un avec ça? Ils utilisèrent un scanner 3D, un équipement de pointe. En scannant la surface au laser, ils pouvaient mesurer les plus infimes variations de relief. Le résultat du scan apparut sur l'écran d'ordinateur. Le motif des crêtes papillaires était beaucoup plus net. Les experts analysèrent le motif. Il s'agissait d'une empreinte en boucle. Un centre en forme de triangle était visible avec les crêtes s'écoulant de chaque côté. Fournier ordonna « Trouvez les points caractéristiques ». En dactyloscopie, les points caractéristiques ou minutis sont les endroits où les crêtes se divisent ou se terminent. En général, si plus de 12 points caractéristiques coïncident, on considère que les empreintes sont identiques. Les chercheurs travaillèrent toute la nuit. Ils marquèrent chaque point caractéristique bifurcation, terminaisons, intersections.
Finalement, 6 points caractéristiques furent identifiés. C'était suffisant pour être accepté comme preuve devant un tribunal. Il fallait maintenant un élément de comparaison. Ils contactèrent le procureur et demandèrent les empreintes du suspect Julien Dubois. Julien étant en détention, ses empreintes avaient déjà été relevées. Le 25 août, la comparaison commença. Le docteur Fournier afficha 2 images côte à côte sur son écran. À gauche, le motif de l'empreinte extraite du béton. À droite, l'empreinte de l'index droit de Julien Dubois. Il superposa les images. Il compara l'emplacement des points caractéristiques un par un. Première bifurcation correspondance. Deuxième terminaison correspondance. Troisième intersection correspondance. Les mains de Fournier tremblaient. Il continua de vérifier. Les 6 points caractéristiques correspondaient tous. Statistiquement, la probabilité qu'il s'agisse de la même personne était supérieure à 9,999%. Fournier se renversa sur sa chaise. On a la preuve décisive, le 27 août 2008 au bureau du procureur. Le docteur Michel Fournier présenta ses conclusions. Sur l'écran du projecteur, le résultat de la comparaison d'empreintes. L'empreinte extraite de la surface du béton et l'empreinte de Julien Dubois correspondent parfaitement. Les magistrats applaudirent. Ils avaient enfin la preuve matérielle. Le procureur en charge du dossier, M. Delmas, demanda « Cette preuve sera-t-elle recevable au tribunal ?» Fournier hocha la tête. 6 points caractéristiques, c'est un standard reconnu par n'importe quelle cour de justice. De plus, nous avons les données du scan 3D, ce qui rend l'expertise reproductible. Le procureur Delmas était satisfait. Maintenant, reconstituons le crime. L'équipe se réunit. Ils dessinèrent une chronologie sur un tableau blanc. Mercredi 23 décembre 1994, la nuit précédant le réveillon. Des travaux de rénovation étaient prévus dans la demeure. Mais pour les fêtes de Noël, les ouvriers étaient tous partis. Les matériaux de construction étaient restés sur place, sacs de ciment, sable, gravier, seau. Le procureur commença son raisonnement. Julien Dubois a tué son frère cette nuit-là. Probablement dans le salon. Il l'a étranglé ou frappé avec un objet contondant. Une fois son frère à terre, Julien a dû paniquer. Comment se débarrasser du corps? Le sortir était trop risqué. Quelqu'un aurait pu le voir et le transporter en voiture était compliqué. C'est alors que ses yeux se sont posés sur le chantier. Le plancher du salon était déjà partiellement démonté. Pour la rénovation, quelques sections de la dalle avaient été enlevées. Julien prit sa décision, il allait enterrer son frère sous le plancher. Il commença le travail seul en pleine nuit. D'abord, il enveloppa le corps dans plusieurs couches de bâche en plastique pour contenir l'odeur et la décomposition. Puis il plaça le corps dans l'espace sous la dalle. L'espace n'étant pas très grand, il dut le plier en position fœtale. Vint ensuite le travail de dissimulation. Il prit le ciment qui se trouvait sur le chantier. Il ouvrit les sacs, versa la poudre dans un seau. Il ajouta de l'eau et mélangea. Mais Julien n'était pas un maçon. Le dosage n'était pas bon et sa technique de mélange était rudimentaire. Il n'avait qu'une idée en tête, recouvrir le corps le plus vite possible. Il versa le béton sur le corps. Un seau puis 2, la couche s'épaississait. Mais la surface n'était pas plane. Elle était bosselée et le niveau ne correspondait pas au reste du sol. Julien était pressé. À la fin des vacances, les ouvriers reviendraient. Il fallait que tout paraisse naturel avant leur retour. Il utilisa ses mains pour essayer d'aplatir la surface. Il ne portait pas de gants. Dans la précipitation, il travailla à main nue. Il lissa la surface avec la paume de ses mains, pressa avec ses doigts. Un coin dépassé, il appuya plusieurs fois dessus. C'est à ce moment-là que le bout de son index droit s'enfonça fermement dans le ciment. Les crêtes papillaires s'imprimèrent dans le ciment encore frais. Mais Julien ne s'en rendit pas compte. Il faisait nuit, la lumière d'une lampe de poche était faible. Surtout, il était submergé par la peur et l'angoisse. Après avoir terminé, Julien se lava les mains. Il avait de la poudre de ciment sur les mains, mais il n'y prêta pas attention. C'était courant sur un chantier. Il retourna dans sa chambre cette nuit-là, mais il ne put dormir. L'idée que son frère était enterré juste à côté, sous le sol, lui glaçait le sang. Le lendemain matin, Julien se comporta comme si de rien n'était. Il dit que son frère était parti au bureau et n'était pas revenu. Puis, il livra à la police la version qu'il avait préparée. Son frère avait détourné de l'argent et était sous pression. Après les fêtes, les ouvriers revinrent. Ils continuèrent les travaux du plancher du salon. Le ciment que Julien avait coulé pendant la nuit avait déjà durci. Les ouvriers trouvèrent ça un peu bizarre, mais n'y pensèrent pas plus. Ils se dirent que quelqu'un avait fait une réparation préliminaire.
Ils reposèrent le reste du plancher et le parquet par-dessus. Le salon redevint une pièce ordinaire. Mais sous ce sol reposait un terrible secret. Le procureur, regardant le tableau blanc, dit « Julien Dubois a dormi 14 ans au-dessus de cette pièce. » Pourquoi ? Un substitut répondit « C'était sans doute psychologique, pour s'assurer que son frère ne soit pas découvert. Il devait se sentir anxieux s'il dormait ailleurs. » Être dans cette pièce lui donnait un sentiment de contrôle. Le procureur Delmas hocha la tête. « Préparons le procès. » Le 5 septembre 2008 à la cour d'assises de Paris. Le procès de Julien Dubois pour meurtre et recel de cadavres s'ouvrit. La salle était comble. Les journalistes étaient présents avec leurs caméras. Cette affaire de meurtre élucidée après 14 ans suscitait un immense intérêt médiatique. Julien entra dans le box des accusés. Il portait des menottes. Son visage était creusé, son regard fuyant. Le président de la cour demanda « Accusé Julien Dubois, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés ?» Julien resta silencieux un instant. Son avocat lui chuchota quelque chose. Julien ouvrit la bouche. « Je reconnais. » Un murmure parcourut la salle. Julien, qui avait nié jusqu'à présent, venait enfin d'avouer. Le procureur se leva. L'accusé ayant reconnu les faits, nous lui demandons de relater les circonstances précises. Julien, la tête basse, commença à parler. C'était la nuit du 23 décembre 1994. Mon frère et moi, nous nous sommes disputés dans le salon. Pour quelle raison ? La direction de l'entreprise. La voix de Julien tremblait. Quelques jours avant, mon père avait annoncé qu'il léguait toute l'entreprise à mon frère. Il m'a dit que je resterais un simple employé. J'ai toujours vécu dans l'ombre de mon frère. Nous avions fait la même école, mais je n'ai jamais eu la même reconnaissance. Cette nuit-là, je lui ai demandé des comptes. Pourquoi suis-je toujours mis de côté ? Je suis son fils aussi. Pourquoi cette différence ? Je lui ai demandé de parler à notre père pour qu'il me donne ma part. Qu'a répondu votre frère ? Des larmes coulèrent des yeux de Julien. Il m'a dit que c'était parce que je n'en avais pas les capacités, que je n'avais pas l'étoffe pour diriger l'entreprise. Il a ajouté que je ferais mieux d'apprendre le métier en travaillant sous ses ordres. En entendant ces mots, quelque chose s'est brisé en moi. Mon complexe d'infériorité s'est transformé en rage. J'ai attrapé mon frère à la gorge. Je ne sais pas combien de temps je l'ai tenu. Quand j'ai repris mes esprits, mon frère était effondré sur le sol. Il ne respirait plus. Le président demanda « Ce n'était donc pas un acte prémédité ?» Julien secoua la tête. C'était impulsif. Mais la dissimulation du corps, elle a été planifiée. Julien raconta en détail les événements de cette nuit-là. Comment il avait enveloppé le corps, l'avait enterré, coulé le ciment. Et comment il avait vécu au-dessus pendant 14 ans. Pourquoi avoir dormi exclusivement dans cette chambre ? Demanda le procureur. Julien répondit « J'avais peur que mon frère ne réapparaisse. Je faisais beaucoup de cauchemars, des rêves où il sortait de terre, où il venait me chercher. Alors je pensais que je devais garder cette pièce. Ça peut paraître étrange, mais c'était ma façon de survivre. » Des soupirs s'élevèrent de l'audience. Le procureur présenta les preuves. Il expliqua les résultats de l'expertise scientifique. Le fait que l'empreinte de l'accusé ait été retrouvée sur le béton, que 6 points caractéristiques correspondaient. Ceci est la preuve irréfutable que l'accusé a coulé le ciment lui-même. Une image comparative des empreintes fut projetée. Le docteur Michel Fournier, appelé à la barre comme témoin, expliqua « L'accusé a pressé sa main nue sur la surface du ciment, son empreinte s'est imprimée et s'est solidifiée. Elle s'est conservée pendant 14 ans. » Julien, tête baissée, ne dit plus un mot. L'avocat de la défense fit sa plaidoirie finale. L'accusé a commis cet acte sous le coup de l'impulsion. Ce n'était pas un meurtre prémédité. De plus, le complexe d'infériorité et la discrimination familiale ont été le terreau de ce crime. Je demande votre clémence. Mais le procureur fut inflexible. Même si le meurtre fut impulsif, la dissimulation du cadavre fut méticuleuse. L'accusé a vécu paisiblement pendant 14 ans. Il a trompé ses parents, trompé la société. Il n'a montré aucun signe de remords. Je requiers la réclusion criminelle à perpétuité. Le président annonça la date du verdict. Le 17 octobre 2008. Ce jour arriva. La salle d'audience était de nouveau pleine. Julien se présenta une dernière fois devant la cour. Le président commença la lecture du jugement. L'accusé Julien Dubois a le 23 décembre 1994 assassiné son propre frère Antoine Dubois et dissimulé son cadavre.
Le mobile du crime était un complexe d'infériorité et la cupidité. Bien que la défense ait plaidé le caractère impulsif de l'acte, la dissimulation qui a suivi a été d'une grande méticulosité. L'accusé a vécu 14 ans sans aucun sentiment de culpabilité et s'est approprié l'intégralité du patrimoine familial. Il s'agit d'un crime d'une extrême gravité qui ne peut être pardonné. Le président marqua une pause et déclara « La Cour condamne l'accusé Julien Dubois à la réclusion criminelle à perpétuité ». Une exclamation de stupeur parcourut la salle. Julien s'effondra sur place. Les gardes le relevèrent. En étant emmené, Julien se retourna. Au fond de la salle, d'anciens amis de son frère étaient assis. Leur regard glacial était fixé sur lui. Julien baissa la tête et quitta la salle d'audience. L'affaire était terminée. La vérité avait éclaté après 14 ans. Antoine Dubois était enfin rentré chez lui, même s'il ne restait que ses os. Ses funérailles eurent lieu dans l'intimité. Sa tombe fut placée à côté de celle de ses parents. La demeure de Neuilly fut démolie. Le nouveau propriétaire y construisit une petite résidence. Aujourd'hui, il ne reste plus aucune trace sur ce terrain. Mais les gens se souviennent. Ils se souviennent du drame terrible qui s'y est joué et de la vérité révélée après 14 ans. La tragédie qui a commencé la veille de Noël 1994 dans une demeure de Neuilly. Le fils aîné de 32 ans a perdu la vie de la main de son propre frère. Le cadet, rongé par son complexe d'infériorité, a tué son frère et l'a enterré sous le plancher du salon. Et pendant 14 ans, il a vécu au-dessus, s'endormant chaque nuit en marchant sur la tombe de son frère. Pour ses parents, il était un fils modèle, pour le monde un homme respectable. Mais la vérité ne pouvait être cachée éternellement. En 2008, en perdant la maison à cause de ses dettes de jeu, tout s'est effondré. Le corps de son frère fut découvert pendant les travaux de rénovation et une seule empreinte digitale laissée dans le béton a permis d'identifier le coupable. La science a retrouvé une vérité vieille de 14 ans. L'empreinte fossilisée ne mentait pas. Cette affaire nous amène à réfléchir. Qu'est-ce qu'une famille? Que signifie le lien du sang issus des mêmes parents? L'un admirait son frère, l'autre le jalousait. L'un a cultivé la reconnaissance, l'autre la haine. Finalement, la cupidité et le complexe d'infériorité ont transformé l'être le plus proche en monstre. Les parents de Julien et Antoine ont perdu leurs deux fils. L'un sous la terre, l'autre en prison pour le reste de sa vie. Ils sont morts sans connaître la vérité. Peut-être une chance. S'ils avaient été en vie, comment auraient-ils supporté un tel choc? Dans la vie, nous sommes tous comparés, et parfois nous ne recevons pas la reconnaissance que nous espérons. C'est encore plus vrai entre frères et sœurs. Mais cela ne doit pas se transformer en ressentiment puis en haine. Car une famille n'est pas un lieu de compétition, mais un refuge où l'on se soutient mutuellement. Julien Dubois a vécu 14 ans dans cette maison, dormant chaque nuit au-dessus du corps de son frère. Quelle souffrance cela a-t-il dû être? N'a-t-il eu aucun remords? Peut-être que cette souffrance fut sa première punition. La réclusion à perpétuité fut la seconde. Qu'avez-vous pensé en écoutant cette histoire? Y a-t-il dans votre région des affaires non élucidées ou des mystères similaires? Partagez-les en commentaire, j'aimerais beaucoup en discuter avec vous. Je lis avec une grande attention chaque commentaire que vous laissez. C'est parce que vous m'écoutez que je peux continuer à raconter ces histoires. Votre abonnement et vos j'aime sont un soutien immense pour cette chaîne. Activez les notifications pour être les premiers informés de la sortie de nouvelles histoires. Quelle sera la prochaine histoire? Le monde est encore plein de vérités non révélées, des affaires oubliées, des voix réduites au silence. Je continuerai à chercher ces histoires pour vous les raconter. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et soyez heureux.